Bonjour, alors je voudrais faire un petit point aujourd'hui sur ce qui est selon moi l'identité française. C'est un sujet d'actualité, en particulier avec Zemmour, qui occupe tous les plateaux télé. Zemmour qui est quelqu'un d'intelligent, mais qui utilise selon moi un sentiment patriotique de légitime défense de façon malhonnête, ou à minima en n'ayant pas bien compris ce qu'est l'identité française. On a presque l'impression qu'il est lui-même en train de se chercher, et donc je vais lui donner quelques éléments pour le guider. Beaucoup de gens se sont essayés à l'exercice de définition de cette identité française, et ce qu'on peut dire qu'il en ressort à ce jour dans l'imaginaire collectif, c'est un clivage important entre la gauche et la droite. Du côté de la gauche, on a une idéologie qui nie sciemment tout ce qui est antérieur à la République, pour pas tomber sur des thèses qui les arrangeraient pas, et qui nourrit donc un sentiment anti-français depuis une cinquantaine d'années. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ça profite en définitive au capitalisme marchand, c'est-à-dire que sous prétexte d'ouverture vers les autres, on a surtout ouvert les frontières aux marchandises et aux capitaux, on a importé des consommateurs et importé des travailleurs pas chers, donc ça profite aux riches et c'est profondément antisocialiste. Ça, c'est du côté de la gauche. Et la droite, en réaction finalement à cette agression de la gauche, fait quelque chose de peut-être encore plus dangereux. C'est utiliser le christianisme comme un parti national, finalement dénaturer le christianisme, qui est une religion d'ouverture, de paix et universelle, presque inverser le christianisme, et je dirais qu'il y a quelque chose de pas très catholique chez Zemmour. Bon, et puis moi, je pose tout de suite les bases. Je suis musulman, donc je vais avoir ma subjectivité. L'un de mes objectifs, ça va être de vous expliquer pourquoi, selon moi, l'islam ne s'inscrit pas en contradiction avec cette identité française. Et pour ce faire, je vais partir de la préhistoire jusqu'à maintenant et essayer de retrouver des constantes qui expliquent finalement qui nous sommes. Un petit message pour les musulmans qui ne se sentent pas français. Alors si vous êtes fraîchement émigré, vous êtes arrivé hier matin, je peux comprendre que vous ne vous sentez pas parfaitement intégré. Ce qu'on peut vous recommander, c'est de suivre finalement les directives du prophète qui sont de respecter les lois du pays, respecter les gens, bien se comporter. Alors on va prendre l'exemple ici des musulmans qui sont allés se réfugier chez le Négus d'Abyssinie pendant plusieurs années, un Négus qui était chrétien et sur ordre du prophète et de son vivant donc. Ils s'y sont bien comportés, ils ont respecté les coutumes locales, ils n'ont pas expliqué au Négus comment il fallait qu'il s'habille, et ça s'est très bien passé. Et puis, il y a les musulmans qui sont nés en France et qui ne se sentent pas français. Alors là, j'ai encore plus de mal à comprendre, parce que c'est pas moi qui ai décidé que vous deviez naître en France et pas en Turquie, c'est Allah. Donc, c'est qu'il doit y avoir quelque chose en vous qui fait que vous deviez naître en France et pas en Turquie. Si vous n'êtes pas content, vous voyez avec lui. Une civilisation, c'est des gens qui cohabitent pour effacer leurs intérêts personnels et finalement construire une société commune. Donc ça se construit avec les gens qui vivent dedans. Je peux comprendre que quand on est arabe ou noir, on se sente un peu différent finalement de la masse, encore que. Mais ça doit être un mélange entre intégration et construction par vous-même de cette identité nationale. Et en aucun cas, la pleurniche et la victimisation au racisme ne vont être des choses qui vont vous faire avancer dans votre vie et qui vont faire avancer le pays. Alors, être patriote français et musulman, ça n'est pas incompatible. Le Coran dit « Nous vous avons créé en peuple et en tribu pour que vous vous entreconnaissiez ». Ça veut dire que le but, c'est de s'entreconnaître, d'aller vers les autres, certes, mais avant d'aller vers les autres, il faut déjà exister par soi-même, en peuple et en tribu. Donc, aimer son pays, protéger son pays, donner la priorité à ce qui est proche de soi, à son voisin, voilà, c'est une valeur islamique. Alors, pour essayer de définir cette identité française, on va essayer de chercher des constantes qui sont les plus durables dans le temps. Et la première constante qui nous saute aux yeux, c'est la constante géographique, qui est quasiment éternelle. Alors, la France, le premier point qu'on va dire au niveau géographique, c'est que c'est un pays d'Occident. Alors là, certains vont me dire, oui, l'Occident et l'Orient, ça n'existe pas vraiment. Le monde étant une boule, on est toujours à l'Orient ou à l'Occident de quelqu'un. Eh bien non, parce que il faut considérer que pendant des milliers d'années, les pôles et les océans étaient infranchissables. Ce qui veut dire que pour les hommes, le monde était plat. Il avait un centre et des périphéries. Et donc, il va y avoir une divergence évolutive qui va s'installer entre l'Orient d'un côté et l'Occident de l'autre. Divergences qui vont être linguistiques, imaginaires, dans les échanges sociaux et même génétiques.
Et puis donc le centre du monde, pendant très longtemps, ça a été le Moyen-Orient. C'est pas pour rien qu'on a beaucoup d'idéologies qui sont venues du Moyen-Orient ou de technologies qui sont venues du Moyen-Orient. Et il va y avoir des vagues de migration successives depuis ce centre vers les périphéries. En Europe, ça va se caractériser par des peuples dominants qui arrivent du Moyen-Orient et qui vont chasser les peuples dominés parce qu'ils ont de meilleures technologies, voilà, tout au long de l'histoire à plusieurs reprises. Sauf qu'il va se passer quelque chose en France et dans la péninsule ibérique de particulier et qui ne se passe pas ailleurs en Europe, c'est que on va avoir conservation de la mémoire du peuple précédent. Je m'explique. Quand un peuple arrive de l'Est et traverse l'Allemagne, il remplace le peuple qui était existant, qui fuit donc vers l'Ouest, et il y a un remplacement de population, de culture, etc. Sauf que, arrivé en France ou en Espagne, il y a la mer. Donc, il n'y a plus possibilité de fuir, et donc il y a nécessairement un contact qui va s'établir. Ce contact, il est plus ou moins violent, mais il est toujours caractérisé par la conservation d'une mémoire, ou d'une partie de la mémoire de la civilisation qui a précédé. Ce qui fait que finalement la France et la péninsule ibérique sont des civilisations qui sont beaucoup plus occidentales que l'est l'Allemagne, qui a subi des remplacements de population, alors que nous, successivement, on a finalement conservé la mémoire du peuple précédent. Si on regarde de plus près la géographie française et européenne, on se rend compte que la France est un carrefour entre plusieurs peuples, parce que les Alpes vont constituer pendant toute l'histoire un obstacle quasi infranchissable, et donc la France devient un passage obligé entre le nord et le sud de l'Europe. Le premier contact majeur entre ces populations qu'on peut noter, c'est le contact entre les Celtes germaniques et les Grecs. En fait, c'est le même peuple qui vient du Moyen-Orient à la base, mais qui a été divisé en trois. D'abord les Celtes germaniques qui ont migré le long du Danube, les Grecs qui ont migré le long de la Méditerranée, et les Berbères qui ont migré le long de l'Afrique du Nord. Et donc les Celtes germaniques et les Grecs vont se rencontrer en France, après avoir contourné les Alpes. Ce qu'on peut citer comme conséquence de ces contacts entre ces peuples du nord et du sud de l'Europe, c'est les invasions romaines, par exemple. C'est inutile de citer l'impact qu'elles ont eu en France. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que les invasions romaines, c'était quelque chose d'extrêmement violent. Il y a eu 1 million de morts et 1 million d'esclaves chez les Gaulois, qui étaient 7 millions à la base. Donc quand on entend dire que l'Union européenne est un héritage de l'Empire romain, allez dire ça à des Gaulois, ils vont peut-être pas être contents, d'autant que les Gaulois avaient une civilisation florissante, riche et distinguée, qui a peut-être laissé moins de traces impressionnantes, mais qui existait. Alors, les Romains, ils vont quand même laisser un impact civilisationnel important, et ils vont surtout laisser un objectif, un idéal de civilisation aboutie qui va être poursuivi pendant une grande partie du Moyen-Âge. Autre exemple de contact entre ces peuples du nord et du sud de l'Europe, on va citer les invasions venues du nord cette fois-ci, en particulier les invasions germaniques, anglaises à répétition, l'Angleterre étant notre ennemi historique, et aussi les invasions vikings. Et là, j'aborde un autre point, c'est que la France va développer une civilisation de guerriers et une civilisation éprise de justice. Alors, n'en déplaise à ceux qui nous appellent les babtous fragiles, la France est quand même l'un des pays qui a fait le plus de conquêtes, quasiment conquis une très grande partie de la planète au moins une fois, et c'est le pays qui a remporté le plus de victoires militaires. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. On s'est retrouvé au carrefour entre 6 civilisations brillantes et redoutables. Donc je cite l'Angleterre, les Germaniques, l'Espagne, l'Italie, les Arabes par la mer Méditerranée et les Vikings par la mer du Nord. Donc autant vous dire que pour survivre, on n'avait pas vraiment le choix. On a développé 2 talents. Le premier talent, c'est de devenir des guerriers redoutables. Et le second talent, c'est une diplomatie aboutie. Et pour être de bons diplomates, il faut être épris de justice. Il faut aimer la justice. Un autre élément de notre géographie, c'est notre contact avec la mer Méditerranée, qui semble être un obstacle comme ça à première vue comme les autres, mais qui en réalité s'est avéré être un élément géographique qui a énormément rapproché tous les peuples qui l'abordaient tout au long de l'histoire. Depuis l'Égypte antique, on se rend compte que les échanges commerciaux et culturels étaient déjà massifs. On a retrouvé un port en Égypte avec des centaines d'épaves de bateaux, et plus l'archéologie avance, et plus on se rend compte que en fait, les échanges étaient déjà très importants depuis l'Antiquité.
Alors c'est un élément important parce que ça va nous rapprocher du Moyen-Orient. Et là, je vais aborder un autre élément qui est la succession de vagues migratoires et idéologiques venues du Moyen-Orient, c'est-à-dire notre lien avec le centre du monde. Alors la première, on en a déjà parlé, hein, c'est le contact avec les Celtes germaniques et les Grecs. Mais après, on a eu le christianisme, qui à la base est quand même une religion moyen-orientale. On a tendance à l'oublier, à croire que c'est une religion occidentale, mais c'est faux. Ensuite, on a eu les invasions arabes, avec, alors vous allez me dire que ça vient du Maroc, oui, mais avec une religion également moyen-orientale. Et ça a effectivement plus influencé l'Espagne et l'Italie, mais on a eu des contacts avec l'Espagne et l'Italie pendant toute l'histoire. Il ne faut pas oublier que les Normands ont envahi la Sicile, qui était musulmane. Ensuite, on a eu les croisades, avec un échange entre les élites chrétiennes et musulmanes. On a l'impression que c'est simplement une guerre qui était certes un petit peu rude, voire barbare, mais il y a eu des échanges à cette époque-là entre les chrétiens et les musulmans. Notamment par l'intermédiaire des Templiers qui sont restés plusieurs siècles au Moyen-Orient. Et les Templiers, c'est un ordre qui était dirigé depuis la France. Hein. Ensuite, il y a eu la colonisation française et l'immigration de masse, avec en particulier l'arrivée de l'islam, hein, qui est encore une religion moyen-orientale. Alors, je n'ai pas dit que ces échanges, ces vagues culturelles et migratoires venues du Moyen-Orient, s'étaient faites dans la douceur. La plupart du temps, ça a été violent, au moins sur le plan symbolique. Hein, la première trace de contact violent qu'on voit, c'est justement les invasions celtes avec le peuple qui était déjà en place en France, qui s'est réfugié finalement sur la côte pacifique. Et c'est eux qui ont érigé les dolmens et les menhirs impressionnants. Alors on pense qu'ils ont fait ces constructions impressionnantes pour marquer justement une frontière, pour affirmer leur identité face à un peuple qui était de plus en plus présent. Mais on peut aussi citer l'arrivée du christianisme, qui est donc une religion moyen-orientale qui s'est faite dans la douleur. Hein. Le christianisme a dû s'adapter à l'Occident, et ça a été compliqué. Mais ces vagues, à chaque fois qu'on a ces vagues migratoires ou idéologiques, effectivement, c'est toujours difficile, ça te fait toujours dans le conflit, mais ça fait réellement partie de notre ADN. On peut dire que la France est un pays fortement occidental, mais dont le cœur est tourné vers l'Orient. À ce sujet, on peut dire quand même que la France était la fille aînée de l'Église. C'est-à-dire que non seulement elle a adopté le christianisme, certes dans la douleur, mais elle en est devenue un leader. Toutes les églises sont tournées vers l'Orient, c'est pas pour rien. On peut aussi citer plus récemment les orientalistes du 19e et du 20e siècle, et en particulier René Guénon, qui s'avère avec le temps avoir été probablement l'un des penseurs les plus importants du XXe siècle, voire peut-être même du XXIe, même s'il est mort. Et tout ça, ça va participer donc à tourner le cœur de la France vers l'Orient, mais aussi à former une élite intellectuelle d'un type très particulier. C'est-à-dire que tous ces contacts, ça va donner, et aussi notre nature de guerrier et épris de justice finalement, ça va donner des intellectuels qui sont violents, qui sont francs. Ils vont droit au but, droit là où ça fâche, et ils veulent résoudre les problèmes. Donc on n'est pas là pour faire des courbettes, nous on rentre tout de suite dans l'art. De ce point de vue-là, Zemmour est bien un intellectuel français, c'est-à-dire qu'il met les pieds dans le plat. Alors simplement, hein, la violence des intellectuels français, elle est destinée à arriver à la paix, justement. C'est-à-dire que l'idée derrière, c'est de ne laisser aucune zone de conflit cachée. Un dernier point de la géographie française, c'est son climat tempéré. C'est très important parce que ça va rythmer le temps. En gros, vous ne survivez pas dans un pays avec un climat tempéré à l'hiver si vous ne vous êtes pas organisé pendant l'été. Ça va pousser finalement la France tout au long de son histoire à l'innovation, à l'organisation du travail et à la solidarité entre les gens. Plus on va vers le nord, plus c'est vrai. Je prends les Vikings, les Russes, les Anglais, on a un respect de la hiérarchie, des règles sociales qui deviennent de plus en plus forts, plus on va vers le nord. Et nous, en France, on est un peu moins donc du coup à l'extrême. On a quand même des étés qui sont chauds, un climat qui est relativement plus favorable de temps en temps. Et on va avoir ce côté un peu décontracté des latins. Alors tout ce que je viens de dire, que ce soit les échanges culturels riches, nombreux et
dans la douleur, et à la fois ce climat qui est à la fois doux et rude, je pense que ça a fortement participé à nous donner un talent artistique qui est aujourd'hui incontestable. Alors je voudrais aborder maintenant le rapport à l'argent et les spécificités de l'économie française. Ça n'est pas une civilisation marchande, contrairement à ce qu'on pourrait penser vu sa situation au carrefour de l'Europe, c'est une civilisation de paysans et d'artisans, de producteurs de richesses. Alors ça peut s'expliquer par un climat relativement favorable à ces activités-là, mais aussi, je pense, par une phobie de l'argent qui nous vient en grande partie du catholicisme. Dans le catholicisme, tous les hommes sont égaux, déjà, donc tout ce qui a tendance à faire des catégories entre les pauvres et les riches, c'est assez mal vu. Et le catholicisme incite à faire énormément de redistribution de richesses. Garder pour soi, ça n'est pas interdit, mais c'est quand même la meilleure solution pour se retrouver en enfer. Ce qui fait que pendant tout le Moyen-Âge, les nobles, sous l'impulsion et sous l'ordre des prêtres qui avaient énormément de pouvoir, les nobles vont faire de la redistribution de richesses, beaucoup d'aumônes, et entretenir un système social assez efficace. On entend dans le discours républicain que, à cette époque-là, les pauvres étaient des esclaves et les nobles, finalement, gardaient tout l'argent pour eux. C'est relativement faux. C'est vrai à partir de la Renaissance. On le voit avec le château, le château de Versailles, le château de Chambord. Mais si vous regardez les constructions qui ont été faites pendant le Moyen-Âge et les œuvres d'art, elles étaient religieuses et à destination du public. C'était les églises. Donc cette décadence de la noblesse et finalement cet abandon du système de redistribution sociale va être l'une des raisons qui va expliquer la Révolution française, même si on le sait tous, la raison principale, c'est le remplacement de la noblesse décadente par une bourgeoisie décadente, avec une volonté du peuple, en tout cas dans l'impression. La deuxième raison pour laquelle on a une phobie de l'argent, c'est l'idéologie communiste. Alors c'est beaucoup plus récent, je ne vais pas aborder le sujet parce qu'on connaît, mais l'histoire récente a quand même une importance, hein, c'est lié tout simplement au rôle important des communistes dans la libération de 39-45. Alors cette économie de paysans et d'artisans, et justement pas de commerçants, elle est basée sur la justice des échanges. C'est-à-dire qu'on ne négocie pas les prix. Ça peut paraître un point de détail, mais ça va être une source de conflit dans nos contacts avec les Arabes et les Juifs, qui sont des civilisations commerçantes. Parce qu'en fait, en France, négocier les prix, c'est considéré comme finalement un affront vis-à-vis de mon frère qui est le vendeur. Le vendeur est censé avoir calculé son prix pour couvrir ses frais de revient et se verser une juste rémunération. Donc si je négocie les prix, ça veut dire que je considère qu'il est malhonnête. Le prix est déjà le bon. Un autre élément, cette économie, elle est basée par une haine de la consommation. Et ça, c'est encore lié au christianisme. Jésus ne consomme pas. Jésus est sobre. Et comme il faut être comme Jésus, du coup, on ne consomme pas. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles le capitalisme à l'américaine a beaucoup de mal à s'installer en France, parce que pour nous, la consommation, c'est quelque chose de vulgaire. On a du mal à considérer que quelqu'un est d'une catégorie sociale élevée simplement parce qu'il a de l'argent. On trouve ça relativement vulgaire de se balader avec une grosse Mercedes, c'est pour ça qu'on n'en achète pas. On est content de vendre des sacs Chanel à des Chinois qui vont aller se la péter avec leurs sacs Chanel et Louis Vuitton à 4000 balles. Mais nous, on trouve ça totalement ridicule et vulgaire. En fait, ce qui va vraiment faire la différence entre les Français en termes de catégorie sociale, c'est surtout l'intelligence. L'insulte suprême, c'est de dire que tu es un abruti. Dernier point, cette économie de paysans et d'artisans, elle est caractérisée par le fait que le peuple est propriétaire de ses biens de production. La valeur, c'est la terre et la pierre. La valeur n'est pas vraiment dans l'argent. Dans une civilisation commerciale, on a besoin d'argent pour acheter les produits qu'on va revendre. Donc l'argent est un outil de travail. L'outil de travail en France, c'est la terre et la pierre. Donc, par contre, le fait qu'on en soit propriétaire, ça va empêcher finalement l'idéologie communiste de s'installer durablement en France. Parce que, en fait, pourquoi j'irais confier mon bien de production à l'État pour devenir salarié de l'État, alors que je suis déjà libre et propriétaire de mon bien de production? Donc du coup, à la fois, le communisme ne va pas réussir à s'implanter durablement en France, le capitalisme non plus.
Et j'irais même jusqu'à dire que le socialisme libertaire, dans lequel on travaille de moins en moins, 35, puis après 30, puis après 25 heures, puis après c'est les robots qui font tout, c'est une idée qui passe assez mal en France parce que justement on est des producteurs de richesse, on est des bâtisseurs. Et pour nous le travail c'est important, c'est ce qui fait la valeur d'un homme. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, parce que même si Zemmour a tendance à réduire mon identité à celle d'un mangeur de saucissons, il faut que je lui réponde sur son questionnement principal à propos de l'immigration africaine et l'islam. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que ça arrive dans un contexte difficile. On a une idéologie dominante mondialiste qui entraîne une perte de souveraineté, et donc déjà on n'est même pas capable de gérer nos propres problèmes. On a une défaillance de la justice, hein, parce qu'on a en plus cette idéologie libertaire qui fait que bon, ben, on ferme toutes les prisons, on ouvre des écoles, c'est formidable. Donc du coup maintenant il n'y a plus de prison. Totale impunité, voilà. Donc on a déjà des problèmes internes. En plus de ça, cette immigration, elle s'inscrit dans un contexte qui est pas stable, comme bien souvent. C'est suite à la guerre d'Algérie, c'est suite à la décolonisation ou aux guerres américaines à répétition. Et c'est des grandes migrations. C'est quand même des migrations qui viennent d'un autre continent. Et alors, la théorie du roi marocain Hassan II à ce sujet, c'est que ça n'était pas possible et que finalement, il n'y aurait jamais d'intégration. Mais à nous de lui prouver qu'il avait tort. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez que eux ne le veulent pas, Non. ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. Alors je vais laisser de côté pour le moment la question de l'islam et m'intéresser aux populations. On peut dire que dans cette immigration de masse, on a deux grandes catégories de populations, les populations d'origine subsaharienne et les populations du Maghreb. Ces deux populations très différentes parce que le Sahara a constitué pendant des siècles un obstacle quasi infranchissable, beaucoup plus infranchissable que l'était la Méditerranée. Alors il y a trois portes de l'Afrique subsaharienne, c'est le Nil, l'Éthiopie et ses liens avec le Yémen, et le Maroc, en sachant qu'on a une double frontière qui est donc géographique, mais aussi raciale, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de mariages mixtes, parce qu'il y avait un racisme en réalité dans les deux sens, et assez peu d'échanges entre les populations du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Au point que finalement, quand on regarde aujourd'hui le génome des Algériens, l'influence subsaharienne c'est 5%. Tout le reste, c'est de l'influence européenne, moyen-orientale et asiatique, parce que le monde musulman s'étendait d'est en ouest, il y avait beaucoup d'échanges de marchandises et de populations, les populations pouvaient circuler assez librement dans cet espace, et donc du coup, il y a eu des influences qui venaient de l'est. Alors, la population du Maghreb est quand même très proche des populations européennes. On l'a dit, les Berbères sont issus du Moyen-Orient comme les populations européennes. On retrouve d'ailleurs le marqueur génétique berbère dans les populations blanches européennes en assez grande quantité aujourd'hui. Et puis on a des échanges via la Méditerranée pendant toute l'histoire, d'abord avec les Phéniciens, l'Empire carthaginois. On peut citer la présence romaine en Algérie qui était très importante et pas anecdotique. Il y a quasiment autant de vestiges romains en Algérie qu'il n'y en a en France. On a également les Vandales, qui sont un peuple du Nord qui s'est installé donc au Maghreb. On a en sens inverse le Maroc, les populations marocaines qui sont venues en Andalousie lors des guerres entre les chrétiens et les musulmans. On a les Normands qui ont envahi la Sicile musulmane et ont maintenu une présence pendant un certain temps. Et évidemment les Arabes qui sont allés finalement en Espagne et en France jusqu'à Poitiers où ils ont été arrêtés, on connaît l'histoire. Sans oublier la présence française en Algérie pendant la colonisation qui a
quoi qu'on en dise, laissé des traces dans la culture finalement du Maghreb. Donc on voit que c'est des peuples très proches avec qui on a eu des échanges habituels pendant toute l'histoire. En ce qui concerne les populations subsahariennes, là c'est plus compliqué hein, parce qu'on est totalement étranger au niveau historique et le seul contact qu'on a eu avec eux c'est l'esclavage et la colonisation, donc pas top. Mais j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, ils font partie de notre ADN, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Ils sont là, et il faut bien que tu intègres l'idée que maintenant, ils font partie du pays. Je prends l'exemple de ma femme, qui est noire. Alors, mes enfants, du coup, sont métis, ça va pas te plaire. Ils n'ont pas un prénom français, j'ai pris un prénom juif, deux prénoms juifs, puisque ma femme est chrétienne, moi je suis musulman, donc il fallait quelque chose qui colle aux deux. Ça me permet de placer au passage que l'islam a une doctrine qui se situe à l'intermédiaire entre l'exotérisme juif, hein, c'est quasiment la loi de l'islam, c'est quasiment la même que la loi juive en moins rigoureux, et de l'ésotérisme chrétien. Et ça tombe bien, parce qu'on nous dit tout le temps que la France a une civilisation judéo-chrétienne. Bon, mais j'y reviendrai, c'est une parenthèse. Si on revient à ma femme, donc, tu vas me dire qu'effectivement, elle n'a rien à faire ici, puisque elle ne fait pas partie de l'histoire de France, ni de son ADN. Sauf que, il s'avère quand même que son arrière-grand-père est mort en 14 pour la France. Alors tu vas dire c'est anecdotique, mais ça a laissé des traces, hein, ça a laissé un orphelin. Normalement, il devait avoir la nationalité française, parce que ceux qui mouraient léguaient finalement une nationalité française à leur descendance, mais en fait il n'a rien eu du tout. Ce qu'il a eu, c'est une bonne éducation de la part des colons qui se sont un petit peu occupés de lui. Et du coup, il a réussi à travailler à la poste, ce qui était pas mal à l'époque, sauf que à la décolonisation, ça lui a pas réussi non plus, puisqu'il a été considéré comme un traître qui travaillait avec les Français, il s'est fait assassiner. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une histoire qui est douloureuse, qu'on ne peut pas nier. On a ces populations qui sont là, il faut faire quelque chose avec, que tu le veuilles ou pas. Et en fait, c'est dans l'intérêt de la France, parce que l'intérêt de la France, il reste dans son géostratégique, on va dire, dans son ex-empire colonial. Si on prend l'Union européenne aujourd'hui, on se rend compte que l'Allemagne a une position stratégique excellente. Elle a à l'ouest un débouché commercial sur lequel elle peut envoyer ses marchandises, et à l'est, elle a de la main-d'œuvre pas chère. Si on voulait, nous en France, avoir la même position stratégique finalement dans l'Union européenne, il faudrait que les frontières de l'Union européenne s'arrêtent à l'Allemagne, auquel cas donc, l'Allemagne serait notre débouché commercial, et qu'elles aillent jusque en Afrique, où se situe notre main-d'œuvre et notre matière première. Alors, être au carrefour des peuples, on l'a compris, en tout cas dans ma vision des choses, c'est une habitude pour la France, ça fait partie de notre ADN, et c'est même un besoin. Et maintenant, je vais aborder la délicate question de l'islam, sans entrer dans les stéréotypes. J'ai pas envie de vous sortir islam, religion de paix, parce que ce discours, vous l'avez entendu, vous n'y croyez pas, et même si c'est une réalité, je voudrais simplement vous donner des clés de doctrine qui vont vous permettre de comprendre que l'islam, en tout cas, n'est pas une menace. Bon, l'islam, c'est une religion moyen-orientale. Alors, quand on me dit que c'est une importation, j'ai envie de dire que oui, comme toutes les importations culturelles françaises, elles viennent du Moyen-Orient. Un élément important, c'est que ça n'est pas une religion exclusive. C'est-à-dire l'islam va reconnaître l'authenticité des autres religions, en particulier du judaïsme et du christianisme, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a eu 120 000 prophètes. Chacun aurait apporté une religion pour un peuple et un temps. Ce qui veut dire que, adapté à sa compréhension, ce qui veut dire que partout où je vais dans le monde, il y a forcément dans la culture locale un héritage prophétique d'un message divin, même si ça a pu être modifié. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'autres traditions qui reconnaissent, non pas par la morale, mais par la doctrine directement, l'authenticité des traditions qui l'entourent. On reproche beaucoup à l'islam d'être expansionniste. Et c'est vrai que l'islam va chercher à se répandre, à communiquer. Alors, au Moyen-Âge, ça a donné lieu à des guerres. Mais en fait, toutes les religions sont expansionnistes. Hein. Une religion qui ne serait pas expansionniste, ce serait une religion raciste. Ça voudrait dire qu'elle considère que l'autre n'est pas tout à fait humain et qu'il n'est pas capable de porter la tradition, de porter, il n'a pas le même rapport à Dieu. Il est d'une catégorie inférieure, ce serait bizarre. Mais à partir du moment où on a un cadre laïque, ce djihad, cette question de djihad ne pose pas de problème, parce qu'il n'y a pas de contrainte en religion, c'est écrit dans le Coran, donc ça veut dire que s'il y a un cadre laïque, celui qui pratique l'islam ou celui qui ne le pratique pas le fait librement. Et donc, à le forcer, on en ferait simplement un hypocrite. Donc, la laïcité est un point très important.
Il y a une confusion entre islam et politique, en particulier à cause du wahhabisme, qui est une forme sectaire de l'islam qui reprend la forme, mais qui change le contenu de la doctrine sur des points importants, qui pose énormément de problèmes en islam, qui a été une secte qui revient régulièrement avec les mêmes thèmes finalement dans l'histoire du monde musulman, et qui a été régulièrement combattue par les musulmans. Alors maintenant c'est un petit peu difficile parce que elle est basée quand même dans la péninsule arabique et qu'elle a les pétrodollars qui lui permettent de financer des maisons d'édition, des mosquées, etc. etc. Mais il s'agit d'une secte, parce que la frontière entre effectivement le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel en islam, elle est floue. Donc dans le judaïsme, la forme politique, c'est carrément une théocratie. En France, il y a eu une scission dès Philippe le Bel entre les rois et les papes, et donc entre ces deux pouvoirs, si on remonte dans le passé, les druides avaient énormément de pouvoir sur le monde celte, et au début du Moyen-Âge, les papes avaient énormément de pouvoir en France. Mais effectivement, on a eu cette scission, et après il y a eu la laïcité, la séparation des pouvoirs de l'Église et de l'État, qui n'a pas eu lieu en islam, et donc du coup, on a des sectes qui vont jouer sur ce malentendu-là pour aller foutre de la politique là où il n'y en a pas besoin. Je voudrais parler un petit peu de la charia. Alors la charia, contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'est pas un texte, une recette de cuisine qu'il faudrait appliquer. Elle a une souplesse naturelle. Et c'est quoi la charia? C'est une tentative d'interprétation de ce que serait le comportement du prophète dans telle ou telle situation, qui est toujours une situation unique, et en fonction finalement de ce qu'a été son comportement de son vivant. Alors à chaque fois que l'islam est arrivé dans un environnement culturel différent, il s'est teinté de cet environnement culturel parce qu'il a une souplesse, la charia a une souplesse naturelle. Évidemment il y a des choses, des points sur lesquels on ne peut pas transiger. Tu dois faire 5 prières par jour, tu fais tes 5 prières par jour. Mais il y a une souplesse naturelle et ça fait partie de la doctrine. Il y a également un droit aux avis divergents, ce qui est un point très important. Alors tout ce que je dis, ça vient de la doctrine, c'est pas juste des mots. Pourquoi par exemple il y a un droit aux avis divergents en islam? Parce que du temps du prophète, il y a des compagnons qui avaient des avis divergents sur la manière de faire telle ou telle pratique, et qui ont eu l'occasion de poser la question au prophète, et le prophète a répondu: vous avez raison tous les deux. C'est arrivé à plusieurs reprises. Donc maintenant, on sait qu'on peut avoir un avis divergent, voilà, ça fait partie de la doctrine. Il y a un soin particulier également qui a été installé du prophète à définir des règles de vivre ensemble avec les autres communautés. C'est pour ça qu'on a eu autant de communautés juives et chrétiennes qui étaient tolérées dans le monde musulman au Moyen-Âge, alors avec les difficultés qu'on connaît, hein. La doctrine n'était pas toujours respectée à la lettre, mais étant donné qu'il y avait du temps du prophète des règles de vivre ensemble qui avaient été définies, ils ont bien été obligés de continuer à les appliquer. Alors il y a en particulier une constitution qui a été faite avec les juifs, et une autre constitution qui a été faite avec les chrétiens. Alors celle-là, je vais vous la citer parce que son authenticité est totalement incontestable. En fait, elle ressort dans les archives des musulmans, mais aussi dans les archives des chrétiens. Et puis, c'est un petit peu un cas particulier. Elle a une valeur symbolique un peu forte parce qu'elle a été faite, c'est une promesse qui a été faite aux moines du monastère de Sainte-Catherine dans le Sinaï. Et il s'agit d'un monastère qui a une valeur particulière au niveau symbolique, puisque ce serait l'endroit où Moïse aurait trouvé le buisson ardent. Donc je vais vous la citer, parce que je pense que le plus simple, c'est de citer le prophète à cette occasion. Donc voilà, le prophète a dit ceci. Alors ceci est un message de Muhammad ibn Abdullah, c'est son nom complet, constituant une alliance avec ceux dont la religion est le christianisme. Que nous soyons proches ou éloignés, nous sommes avec eux. Moi-même et les auxiliaires de Médine et mes fidèles, nous nous portons à leur défense, car les chrétiens sont mes citoyens lorsqu'ils vivent en terre musulmane. On a vu qu'il y avait déjà la situation où c'est les musulmans qui vivent en terre chrétienne, qui fait également partie de la charia, des possibilités. Alors je poursuis. Et par Dieu, je résisterai contre quoi que ce soit qui les contrarie. Nulle contrainte sur eux à aucun moment. Leurs juges ne seront point démis de leurs fonctions,
ni leurs moines expulsés de leur monastère. Nul ne doit jamais détruire un édifice religieux leur appartenant, ni l'endommager, ni en voler quoi que ce soit, pour ensuite l'apporter chez les musulmans. Quiconque en vole quoi que ce soit, viole l'alliance de Dieu et désobéit à son prophète. En vérité, les chrétiens sont mes alliés et sont assurés de mon soutien contre tout ce qui les indispose. Nul ne doit les forcer à voyager ou à se battre contre leur gré. Les musulmans doivent se battre pour eux si besoin, parce qu'ils savent que les moines n'avaient pas le droit de se battre. Si une femme chrétienne est mariée à un musulman, ce mariage ne doit pas avoir lieu sans son approbation. Une fois mariée, nul ne doit l'empêcher d'aller prier à l'église. Leurs églises sont sous la protection des musulmans. Nul ne doit empêcher de les réparer ou de les rénover, et le caractère sacré de leur alliance ne doit être violé en aucun cas. Nul musulman ne doit violer cette alliance jusqu'au jour du jugement dernier. Je voudrais simplement ajouter un petit commentaire, c'est qu'on voit que dans ce texte, le temps et l'espace ont été bornés par le prophète, ce qui est assez rare dans ses propos. Et donc le temps, c'est entre le moment où il a parlé et le jour du jugement dernier, donc ça laisse un peu de marge. Et l'espace, c'est partout sur Terre.